Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, Fond de l'Archive est très heureux de vous accueillir dans ce 11e numéro du podcast Fond de l'Archive. Nous avons le plaisir d'accueillir Inès Casignol de la compagnie Sentimental Fool pour nous parler de un nouveau spectacle qui malheureusement pas pu avoir beaucoup de représentation, qui est intitulé Les papiers de Jeanne Vincent. Mais je ne pouvais pas commencer sans remercier Mia pour ce 10e numéro du podcast où elle a présenté le lien entre archives et vidéo. C'est un numéro qui a eu beaucoup de succès et nous vous remercions beaucoup pour vos retours et vos partages. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, continuez à commenter nos différents numéros et n'hésitez pas à en parler. Inès, un grand merci de ta venue. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es ici pour nous parler du spectacle Les papiers de Jeanne Vincent. Tu fais partie de la compagnie Sentimental Fou. Est-ce que tu peux nous préciser, dans un premier temps, comment s'est construit ce projet théâtral en lien avec les archives départementales du Morbihan? Alors, les papiers de Jeanne Vincente, c'est une commande qui m'a été faite par, le département du Morbihan et les archives départementales du Morbihan. En fait, c'est dans le cadre de leur, exposition sur les châteaux du Morbihan. Il y a eu tout un cycle, de, de recherche de la part des archivistes, puis d'expositions, dans les archives de Vannes, d'informations et d'archives locales sur, les châteaux du Morbihan. Faut dire dans le Morbihan, il y a beaucoup de châteaux d'époques différentes. Donc, il y a c'est une histoire de la construction du château et donc les visiteurs étaient invités à découvrir, les à la fois l'histoire des châteaux et la spécificité des châteaux du Morbihan. Et en fait, dans le cadre de cette expo, l'équipe des archives a voulu créer une forme spectaculaire qui, avait, pour objet d'être jouée dans des châteaux privés du département qui, ouvraient pour l'occasion. Et donc ils m'ont sollicité pour me plonger dans un fonds d'archives privé du XVIIIe et XIXe siècle, plus particulièrement autour d'une, femme qui s'appelle, Jeanne Vincente, de la Connelay. Et donc à partir de ce fonds d'archives, je devais travailler sur le chartrier, transmettre ce que c'était qu'un chartrier et donc écrire un spectacle et l'interpréter lors d'une tournée départementale dans 4 châteaux privés. Donc c'était l'occasion pour, les personnes du coin de découvrir des châteaux privés avec une visite, du château et puis, de découvrir un spectacle. Donc voilà un peu comment ça s'est fait et donc on s'est rencontrés. Il y a eu différentes étapes, hein, dans le projet. J'ai d'abord découvert les archives de façon, assez brute. J'étais en résidence dans les archives avec, des archivistes, en particulier, Arnaud Guguin et du coup, il a fait de la paléographie pour moi. Il m'a lu les archives et il y en a certaines qui remontaient jusqu'au du Moyen Âge, en fait, vu que c'est un chartrier et que c'est une collection de documents qui va appartenir à différentes époques et puis, voilà, j'ai commencé à essayer de me frayer un chemin, dans cette matière et puis après, il y a eu un temps d'écriture, un temps de répétition et la création qui a quand même eu lieu en septembre, 2020 au domaine de Kerguelen, donc c'est dans le nord du Morbihan et il y a eu une première date de la tournée qui a eu lieu au manoir de la ville Quénaud, à l'est, du Morbihan et puis après, on a dû, reporter puis annuler la tournée en raison de la crise sanitaire malheureusement. Alors, tu as parlé, c'est dans le cadre d'un cycle. Est-ce que tu as eu un lien avec les autres projets de ce cycle ou pas? Pas du En tout. fait, j'ai employé le mot cycle presque à tort, un peu à tort, désolée. OK. Mais en gros, c'était une exposition et j'ai dit cycle d'exposition parce que cette exposition, était décentralisée dans des médiathèques du département. Ah oui, et donc c'était le seul projet, il y a eu l'exposition et la pièce de théâtre. Il n'y a pas eu d'autres Voilà, éléments en ouais, parallèle. voilà. Justement, tu as bien précisé ta première approche avec le chartrier. Est-ce que c'était la première fois que tu découvrais ce type de document? Quelles ont été, les difficultés, pour toi? Tu parles de notamment en question paléographique qui peut avoir, certaines difficultés. Quelle a été ta première impression quand tu es arrivé aux archives départementales du Morbihan et que tu as été, dans cette résidence? Effectivement, j'avais jamais entendu parler de ce que c'était qu'un chartrier et en revanche, j'étais très curieuse de découvrir, bah, l le bâtiment des archives, le lieu
Et puis, c'est quand même un monde auquel je suis sensible parce que j'ai des affinités avec certains auteurs, par exemple, qui vont beaucoup travailler, sur le thème de la mémoire et des archives comme, Sebald. C'est un auteur, allemand que j'aime énormément et du coup, je me sentais assez, assez proche de cet univers-là mais pas du tout à l'objet de l'archive, enfin du document administratif, ancien, enfin, puisque c'est ce à quoi j'ai eu affaire. Donc j'ai passé une semaine dans les archives et j'ai vraiment été en immersion et j'ai trouvé ça, passionnant de pouvoir découvrir, bah, tous les lieux. C'était un peu comme un stage d'entreprise quelque part et puis bien sûr le fait d'aller dans la salle de lecture et de pouvoir toucher les papiers. Je me suis sentie extrêmement privilégiée et puis c'était très émouvant de pouvoir, toucher des papiers si anciens. Enfin ça m'a assez transportée et pour la question de la paléographie, bah, effectivement, je n'arrivais pas à lire les documents, du XVIIIe siècle. Alors ceux du 19e, l'écriture commençait à être plus fluide pour moi, donc j'arrivais à déchiffrer, mais 17e siècle, 18e siècle, pardon, pas du tout. Et donc voilà, c'est Arnaud, Guguin qui m'a proposé de lire, pour moi. Il donne par ailleurs des cours de paléographie aux archives et c'était, ouais, toute une enquête en fait qui a commencé autour de ces archives. Mais donc j'avais plutôt un bon a priori, sur, la matière archivistique, mais j'avais tout à découvrir et puis bon, j'en connais une infime partie, mais j'ai trouvé ça passionnant. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la chronologie, entre le moment de cette commande, le temps passé en résidence et le temps un petit peu d'écriture? Donc comment ça s'est déroulé? J'ai d'abord été, dans un dynamisme de découverte et d'enquête. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. C'est-à-dire qu'il y avait cette commande de travailler sur le chartrier, de transmettre ce que c'était qu'un chartrier. Bah, cette femme, donc Jeanne-Françoise Vincent de la Connelay, que je ne connaissais pas et puis bon, les archives administratives, elles sont très très froides, si on peut dire, parce que c'est un acte de naissance, une donation mutuelle de biens, enfin, c'est des papiers qui donnent assez peu accès à ce qu'on pourrait attendre d'une intimité ou d'un récit de vie et par chance, je suis tombée sur, le travail d'un historien local qui a pas mal travaillé sur la famille de Jeanne-Françoise Vincent de la Connelay parce que c'est la mère d'une jeune femme qui a eu un rôle assez important pendant la Révolution française en Bretagne. Enfin bon, j'avais tout un tas de recherches à faire sur la période révolutionnaire, de la Révolution en Bretagne, dans le Morbihan et puis aussi sur, ce que c'était qu'être une femme noble, de la campagne, à cette époque-là. Donc fin de l'Ancien Régime, Révolution française et début de l'Empire et donc j'ai été à la rencontre d'une historienne, rennaise qui s'appelle Solène Mabot, qui a fait une thèse sur les femmes, pendant la Révolution et donc bah, en fait, je suis un peu devenue, une archiviste du dimanche, comme je me suis amusée à le dire dans la pièce. C'est-à-dire que, bah, j'ai dû faire des recherches d'histoire, en fait, avant de pouvoir tirer un fil, narratif. Enfin, c'était aussi un défi de tirer une dramaturgie théâtrale, de documents, administratifs. Alors je sais, c'est peut-être un abus de dire administratif, mais donc voilà, donc il y a eu cette première phase d'enquête, de recomposition d'une histoire, un questionnement aussi sur la question de, la place du romanesque et du sentimental, surtout sur une époque qui est celle de la Révolution française et on a tout un tas de clichés en tête, sur la noblesse de cette époque aussi, parce qu'évidemment Jeanne Vincent de la Connelay, c'est pas Marie-Antoinette, hein, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout la même vie, ni le même monde, et oui, donc la place du romanesque, c'était aussi, bah, est-ce que je vais inventer une histoire sur cette femme? Est-ce que je vais essayer de recomposer une histoire un petit peu dramatique ou pas? Donc j'ai hésité et puis finalement, j'ai pris le parti de rester extrêmement respectueuse des archives que j'avais et j'avais réussi à accumuler suffisamment d'éléments pour recomposer le fil de son existence quand même. Et étant donné qu'elle a eu une vie assez atypique et qui me permettait de transmettre suffisamment de choses sur, bah,
des savoirs assez situés sur l'histoire d'une femme bretonne noble pendant la fin du XVIIIe. Je me suis arrêtée, enfin en tout cas pour le contenu des archives, j'ai vraiment en fait gardé les archives un peu dans leur jus et pour pouvoir transmettre cette matière et trouver une porte d'entrée en fait, j'ai travaillé sur l'écriture d'un récit cadre. C'est-à-dire, j'ai imaginé que, à notre époque, un archiviste qui, aurait travaillé sur, Jeanne-Françoise Vincent de La Connelly, sur son Chartrier, soit tombé amoureux d'elle. Et donc, j'ai repris un peu le motif de, tomber amoureux d'un fantôme, d'une morte. Et je réfléchir aussi à la façon dont les archivistes peuvent être amoureux de l'histoire et cette histoire d'amour entre un archiviste et cette femme du passé, je la raconte par le biais de la fille de l'archiviste qui, à la mort de son père, découvre, dans son testament, une bizarrerie dans son testament qui fait qu'elle va partir à la découverte, en fait, de l'histoire de son père et donc en ouvrant les tiroirs de, l'histoire de Jeanne-Françoise Vincent de La Connelly. Donc c'est une histoire de famille assez, émotionnelle où il est question, de découvrir la vie cachée d'un père, de découvrir la vie d'une femme, qui a vécu 2 siècles et demi avant donc le 21e siècle et du coup, j'ai pu déployer des questions qui m'importaient, dans l'expérience que j'avais eue des archives. C'était, que faire des choses, qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais, c'est-à-dire, l'oubli, le thème de l'oubli et de toutes les choses des vies des gens qui ne sont jamais, sauvés de l'oubli, qui ne sont jamais archivés. Un peu en creux, quoi. Justement, c'est très intéressant cette question de l'oubli, puisque Mmh. plutôt qu'un document administratif pour le Chartrier, on pourrait plutôt parler d'un document de gestion très concrète des territoires et des domaines justement de cette famille noble. Est-ce que cette consultation du Chartrier t'a fait ressortir d'autres personnages que Jeanne Vincent et notamment des membres de la campagne morbihannaise de cette période? Est-ce qu'il serait question alors de personnes qui n'appartiennent pas à la noblesse? Oui, dans le... Alors effectivement et c'est dans les notes de frais, c'est-à-dire les mémoires de frais, les factures, c'est la liasse de documents qui était la plus intéressante pour moi parce qu'elle donnait énormément de détails sur la vie quotidienne, de cette femme et notamment, le médecin, un monsieur Germain qui donc rend sa note et donc on apprend qu'il vient tous les mois et il y a tous les détails des soins qu'il fait. Donc il y a une potion émétique, potion cordiale, un julep calmant, des lavements, enfin donc en fait, les autres personnes, que j'ai découvertes, dans le fond, dans le Chartrier, ouais, c'était donc médecin, beaucoup de couturières. À un moment, elle fait refaire ses pistolets. Bon et puis il y a aussi l'intendant. Mais c'est des personnes qui ne sont là, c'est que leur nom sur un papier. Il y a aussi, des artisans, couvreurs, charpentiers, parce qu'il y a un document d'état des lieux avant travaux du château de Jeanne Vincente, qui est le château du Vaudequipe. Et puis, le personnage, qui est lié à Jeanne-Françoise Vincent, c'est surtout sa fille, Louise Dubo du Grégo, qui est un peu une Scarlett O'Hara, bretonne parce que, elle a un destin, très différent de celui de sa mère, parce qu'elle avait 20 ans au moment de la Révolution française et comment dire? Elle était dans une situation financière assez complexe parce que, les parents ont fait une séparation de biens et le père est presque ruiné. Donc elle a un problème d'héritage et du coup, elle fait un peu des pieds et des mains pour, sauver ses terres et donc on prétend qu'elle a eu une aventure avec le général Hoche, par exemple, mais il y a aucun papier qui le prouve. Enfin bref, en fait, sur la vie de cette jeune femme, c'est un peu greffé, ce dont je parlais tout à l'heure, une sorte d'interprétation un peu romanesque
Et puis évidemment, elle est surtout connue pour avoir été un peu complice, du débarquement de Quiberon, c'est-à-dire, le massacre des nobles, contre-révolutionnaires par l'armée, révolutionnaire républicaine. Donc qui fait qu'elle est pas forcément très aimée des royalistes, bretons, Louise Dubos du Grégos. Voilà, mais c'est vrai que les archives posent aussi la question du fait qu'il y a très les gens qui archivent, ce sont des gens qui veulent aussi, préserver leur pouvoir, leur domaine, leurs terres et cetera, et qu'il y a énormément de personnes qui sont oubliées dans les archives. Mais j'avais lu un livre de Arlette Farge, qui a travaillé sur la question, si je me trompe pas, à la fin du XXe siècle, et c'était assez passionnant, sur cette question un peu des zones d'ombre, hein, et des zones obscures de l'histoire, quoi. Justement, la construction de cette pièce de théâtre, tu as bien parlé de la question de l'histoire d'amour de l'archiviste d'aujourd'hui sur la fille. Comment ça t'est venu cette idée? Est-ce que c'est en discutant avec des archivistes sur leur rapport au classement? Est-ce que c'est de la littérature que tu as lue qui t'a donné cette idée? Est-ce que c'est un avis très personnel? Comment ça t'est venu? Ça m'est venu parce que, j'ai présupposé qu'il pourrait y avoir une attente d'une intrigue romanesque par rapport à la période que j'étudiais. Donc je me questionnais sur, comment aussi, j'avais envie de ramener des émotions, et une histoire, intime. Je trouvais que c'était un bon canal pour pouvoir accéder aux documents du Chartrier. Et en fait, il se trouve que, en me renseignant sur Jeanne-Françoise Vincente de la Connelée, j'ai découvert que, on lui prêtait une relation, adultérine avec, son régisseur. Il s'appelait Yves Lemoigno. Et donc c'est cet historien morbihanais qui écrit ça, mais il n'a pas vraiment de preuves. Et et du coup, je pense qu'il a écrit ça pour mettre un peu de croustillant dans son étude. Donc et aussi dans l'idée de dresser un peu le portrait d'une femme un peu mauvaise, un peu, qui va, prendre des libertés, vis-à-vis de son mari, bon. Parce qu'il y a toute en fait, les Jeanne-Françoise Vincente, elle s'est séparée de son époux, et donc voilà, on cherche un peu les raisons pour lesquelles elle s'est séparée de son époux. Et du coup, je me suis dit: «Ah bah tiens, on va se dire que, il y a une autre histoire d'amour entre elle». Je me suis dit: «Quel autre homme pourrait être tombé amoureux d'elle?» Et c'est comme ça, un peu par association d'idées, l'idée m'est venue. Mais il y avait un terreau quand même. C'est venu rapidement ou ça a été Pas du tout. Non, non, c'était difficile. La construction de l'histoire a été très progressive, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs couches comme ça. Il y a la couche des archives, la couche de l'archiviste qui tombe amoureux des archives, et puis la couche de la fille de l'archiviste qui va découvrir l'histoire cachée de son père, et découvrir qu'elle a une mère imaginaire aussi. Maintenant, tu as très bien abordé différents aspects, différentes thématiques, qui sont présentes dans la pièce. Si on devait faire un résumé un petit peu plus, construit sur le contenu de cette pièce, Les papiers de Jeanne Vincent, comment tu la présenterais? Alors, je dirais que c'est l'histoire c'est Lola, donc une jeune femme qui raconte, la découverte, à la mort de son père archiviste, découverte d'un dossier, d'archives très complet sur, Jeanne Vincente. Donc c'est une femme du XVIIIe siècle, et Lola découvre que durant les dernières années de sa vie, son père a développé une passion amoureuse, une sorte d'amour anachronique pour cette femme, issue de la noblesse, et une femme qui a elle-même une histoire assez mouvementée puisqu'elle a traversé, la Révolution française et l'Empire, et le rétablissement de la monarchie. Et du coup, dans les papiers de Jeanne Vincente, l'histoire de famille, l'histoire intime de famille, et l'histoire du deuil d'une jeune femme pour son père défunt se mêle à une enquête archivistique. Voilà comment je décrirais l'histoire. Ouais. Ça a été vraiment un travail, de résidence. Tu avais tes avis sur les archives, tu en as un petit peu parlé, déjà. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu quelles ont été
l'implication de cette présence aux archives sur ta façon de voir le métier, de voir ce que c'est qu'un service d'archives, mais aussi ce qu'est une archive, puisque tu n'étais pas forcément habitué à un chartrier médiéval. Justement, tu nous as bien précisé dans un premier temps que tu avais tes visions sur les archives, tu connaissais un petit peu le secteur et tu avais tes représentations. Ouais. Est-ce que ce travail de résidence a eu un impact sur ta vision d'aujourd'hui et pourquoi pas sur tes implications dans le futur, tes volontés de redécouvrir un petit peu autrement les archives? Bah, j'ai découvert des personnes extrêmement passionnées et des gens, que j'ai trouvés assez originaux et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger. De façon, assez spontanée, j'aime bien l'histoire et j'aime bien, la démarche objective des historiens, en fait. J'aime bien la distance que ça permet d'avoir sur notre époque et à l'avenir, je sais pas si bah, là, spontanément, en ce moment, par exemple, je travaille pas du tout sur un projet d'archives, un travail autour d'archives, par exemple. Mais par exemple, l'an prochain, je vais travailler avec le musée de Bretagne autour de modèles de broderie d'une artiste, bretonne qui s'appelle Jeanne Malivel. Oui, je pense que je vais sans doute être amenée à refaire des enquêtes sur des gens oubliés, des femmes aussi oubliées ou des ouais, parce que j'aime l'effet d'étrangeté des écritures anciennes, des langues, des formes de paroles anciennes, j'aime l'effet d'étrangeté et qui vient contraster, qui vient du contraste entre des modes de représentation et de parole anciens et puis la façon dont on vit aujourd'hui. Ouais, donc voilà, si l'occasion se représente, je pense que je j'hésiterai pas à me replonger dans une création autour d'archives et puis, bah, évidemment, ça me rend un peu plus sensible à la question et je pense que, je quand je vois, par exemple, dans les médias des expos d'archives et tout ça, bah, ça me rend un peu plus curieuse et plus intime avec ce monde-là, ouais. Alors, il y a eu quelques représentations, mais est-ce que, à ton avis, la mise en théâtre d'archives qui ne sont pas forcément évidemment accessibles à des publics pour des questions, par exemple, comme la paléographie ou d'écriture et d'accessibilité, tout le monde ne pense pas forcément à aller aux archives. Est-ce que la mise en théâtre, euh, dans la manière dont tu l'as ressenti, elle a pu permettre justement de découvrir ce milieu des archives par le théâtre. Quelle est ton impression? Bah, des échos que j'ai eus, j'ai senti que les gens étaient bah, il y a un aspect pédagogique, en fait. Dans le récit que j'ai fait, il y a une transmission de connaissances qui a été appréciée, d'autant, bah, qu'elle était mêlée, à une sorte d'enquête, intime et familiale. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était, et original, hein, dans le projet des archives du Morbihan, c'était de relier la pièce de théâtre enfin, je jouais donc in situ, hein, dans les châteaux, donc dans des conditions aussi, un peu tout terrain, donc j'ai aussi dû imaginer une petite scénographie associée à ces contraintes, de tourner, dans des lieux qui ne sont pas des théâtres et j'ai trouvé intéressant de décentraliser l'exposition dans des coins du Morbihan où il y a pas forcément de lieu de diffusion d'œuvres, et aussi d'aller s'adresser à un public qui a pas forcément l'habitude d'aller au théâtre et qui vont, par exemple, plus être intéressés par des visites de lieux de patrimoine ou enfin, j'ai trouvé que c'était, enfin, là, je parle de la façon dont le projet s'est organisé, parce que je trouve que c'est difficile de séparer la pièce de théâtre, elle était intégrée à un projet plus large et je trouvais que ça faisait vraiment du sens. Après, essayer de faire vivre les archives dans des pièces de théâtre, ça peut se faire par ailleurs, d'autres manières, mais en tout cas, le fait de l'inscrire vraiment d'aller vraiment au contact des gens de façon très généreuse comme ça, j'ai trouvé que c'était bien et je pense que ça pourrait être, une bonne façon de rendre les gens, curieux des archives et de l'histoire, en fait. Ouais, c'est un outil possible. Après,
le théâtre est aussi là pour questionner et déployer des sentiments forts. Donc c'est quand même, un défi, hein, de transformer des archives en matière théâtrale. Je trouve aussi que ça m'a posé des questions ça m'a donné du fil à retordre. Est-ce que, ça t'intéresse de développer un petit peu justement cette notion de fil à retordre, sur cette mise en théâtre des archives? Est-ce que tu as quelques éléments supplémentaires à nous donner, pourquoi pas un exemple? Bah, par exemple, dans la construction de mon récit, parce que c'était une pièce de théâtre narrative, hein, c'est un récit en scène. Voilà, comment transmettre une archive, sans trop la dénaturer, lui faire raconter quelque chose qu'elle ne raconte pas ou aller trop vite dans l'interprétation? Parce qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux dans l'archive, quand on n'a pas tous les éléments du puzzle. Enfin moi j'ai été très soucieuse de pas, raconter n'importe quoi. Alors c'est moi ça ne concerne que moi, hein, et du coup étant, assez soucieuse d'être dans la vérité de ces archives, bah, j'allais pas non plus faire une conférence sur les archives qu'on m'avait confiées et je voulais que sur scène, le récit puisse, intriguer et faire, rendre un hommage à ce que c'est au monde des archives et bah, du coup, c'est dans l'histoire, bah, Lola, elle rend un hommage à son père en faisant cette pièce. Enfin, je voulais, insérer les archives dans une trame narrative plus complexe, qui pose des questions sur, bah, par exemple, la notion de l'oubli et voilà, comment accepter de ne pas savoir et comment accepter de ne pas connaître quelqu'un aussi, qui nous est très proche. Enfin, j'ai essayé de construire ça et effectivement, bah, ça prend du temps et j'ai fait quelques petits mensonges. J'étais obligée de pour un pour j'ai fait par endroits quelques compromis entre entre certaines archives et l'histoire que je voulais raconter. Donc c'était l'histoire du père et de sa fille, notamment, autour d'une mémoire de frais, donc d'une facture où cette femme, Jeanne Vincent, a commandé, en 1789, elle achète, de l'eau de lavande et j'ai extrapolé sur cet, achat en disant que c'était de l'eau de Cologne de lavande et ce parfum, le parfum étant aussi un très bon fantôme. Ce parfum en fait, c'est le parfum que portait l'épouse défunte, de l'archiviste. Ouais, donc j'ai cherché quelque chose pour faire le pont de et c'est ce parfum qui est donc l'eau de lavande qui était peut-être juste une eau florale dans les archives est devenu un parfum. Donc il y a j'ai essayé de trouver l'essence, de la chose et donc c'est cette odeur qui fait le pont entre les époques. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai un peu, grossi et inventé et qui m'a permis de faire le lien entre des faits historiques et une fabulation totale, une fiction totale. Alors merci beaucoup Inès Cassignol. Tu fais partie, de la compagnie Sentimental Fool. Maintenant, malheureusement, cette pièce, les papiers de Jeanne Vincent, n'aura plus de représentation. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tes autres projets, des futures pièces et pourquoi pas nous donner, quelques petites, prémices pour aller voir justement vos futures pièces? Oui, alors bon, les papiers de Jeanne Vincent, voilà, peut-être qu'on le reprendra jamais, mais peut-être qu'on le reprendra, on ne sait jamais. Enfin, en tout cas, la pièce est écrite et elle peut toujours être, rejouée, dans de nouveaux endroits si quelqu'un le désirait et dans mes travaux plus personnels, donc hors, commande, je travaille actuellement sur, 2 spectacles. Le premier s'appelle Vierge maudite et c'est un travail que j'ai fait de réécriture d'une légende arthurienne qui est celle d'Hélène d'Astola. C'est une vierge maudite, brodeuse qui tombe amoureuse de Lancelot du Lac et qui en meurt. Donc j'ai travaillé sur une réécriture pour, régénérer, l'héroïne
et c'est un spectacle qui s'adosse à la, création de tapisseries collectives à l'aiguille, donc des tapisseries qui illustrent l'histoire et notamment une qui s'appelle, la tapisserie du jeu de loi qui a été, dessinée par, l'illustratrice Sophie Guérive et qui a été reconstituée en Ille-et-Vilaine entre, 2017 et 2019 avec une centaine de volontaires. Donc ça, c'est un projet qu'on va présenter à l'automne l'hiver prochain, à Rennes et dans les environs. C'est un projet qui me tient très à cœur parce que, ce lien entre l'écriture, la réécriture et la broderie, et le fait de transmettre une histoire à travers des ateliers de broderie, c'est quelque chose qui m'a passionnée et dans laquelle j'ai trouvé beaucoup de sens. Et puis en parallèle, je lance un nouveau travail d'écriture. Donc je vais avoir des résidences d'écriture cette année, dans la région bordelaise et en Belgique, pour un travail qui s'appelle La Grande Boueuse. Et je travaille sur une carte géographique, des années, 1940. Donc c'est quand même un matériau, historique. C'est une carte géologique du fleuve Mississippi, et cette carte, c'est une carte qui est très troublante, qu'on dirait une carte imaginaire alors que c'est une carte scientifique et militaire. Et donc je m'intéresse à l'aspect un peu légendaire, de cette carte et comment, tirer le fil d'un récit, et donc je vais raconter l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse du fleuve en découvrant la carte. Voilà, c'est le point de départ de mon travail. Donc ça fait, je pense que ça va me tenir quelques années, 2-3 ans, l'écriture de cette pièce. Merci beaucoup Inès Cassignol. Très intéressant sur cette approche entre histoire, théâtre, archives et tous les liens qu'on peut tirer pour écrire de nombreuses histoires avec des ressorts narratifs très intéressants, très variés, comme tu nous l'as très bien présenté. Merci beaucoup pour ta présentation et on vous Avec souhaite une très nombreuse assistante pour les futures années. Merci beaucoup. Merci Quant à beaucoup. nous, pour Fond de l'Archive, vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas à commenter, partager et à bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.